Bonjour à tous, bonjour Franck. Bonjour Fatima, bonjour aussi à vous. Tous les ingrédients sont en place pour commencer la journée. Et aujourd'hui au menu, on a notre petit déjeuner comme tous les matins. Ensuite, on parlera de notre actu en 3 points à notre façon. Et bien sûr, le talk du matin avec une destination à 225 découvertes. Notre invité du jour, on parlera bien sûr de mode. On n'oubliera pas le sport pour refermer ce talk. Et puis on parlera également de sélection musicale, de la musique pour finir. Évidemment, il vous souhaiter une bonne journée, mais avant, installons-nous et on parle de petit déjeuner avec Patrick Njakan qui va nous donner, oh là là, envie de manger ce matin, très lourd. Oh là là là, on a faim. Allez, petit déjeuner, on se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs, je suis encore très heureux de vous retrouver pour la chronique quotidienne à petit-déj. J'ai déjà faim à vous parler, c'est sûr et certain, parce que nous sommes précisément dans l'espace de Miss Zaoui. C'est une maman qui est très connue du côté de la Palmeraie. C'est avec elle qu'on va passer un très bon moment. Ça sent bon, je vous assure. Et ça y est, on y va. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Alors, maman, voici la Côte d'Ivoire qui te regarde. Tu nous accueilles aujourd'hui. Quelles sont tes premières impressions? Dis bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour, mes frères et sœurs ivoiriens. Je vous salue, je vous embrasse. Je vous aime. Qu'est-ce que ça te fait de voir l'équipe du petit-déj, la matinale, chez toi, ce matin? Oui, c'est une joie, vraiment une joie pour moi, que la RTI me reçoive. Moi, je dis merci à la RTI. Pour cet honneur qui me porte, je dis vraiment merci. Merci aussi à toi déjà d'avoir lancé cette invitation afin que nous soyons avec toi ce matin. Alors maman, on nous dit que les habitants d'Abidjan, en particulier de ce quartier, adorent commencer la journée en prenant le petit déjeuner. Explique-nous un peu comment ça se passe, l'ambiance, comme aujourd'hui. Bon, je peux vous dire que dès le matin, très travail de 8 h, les gens viennent prendre le petit déjeuner ici. Ils viennent en famille. Il y en a qui viennent en couple. Nous avons du poisson grillé, de la tchéké, de la loco, des frites, de l'igname, de la cassa. Vous êtes bien fait, hein? Du poulet grillé, du poulet braisé, du poisson braisé aussi. Il y a toutes sortes de clients ici, hein? Toutes sortes de clients. Il y a les jeunes, les vieux, toutes sortes de personnes. Maman, parlons de toi d'abord, avant de demander qu'est-ce qu'on va manger ce matin. Maman, même Zaoui, même le matin, qu'est-ce qu'elle aime prendre? Moi, le matin, je vais manger la tchéké poisson. La tchéké poisson, bien grillé. Oui. Toujours. Il n'y a pas de café de temps en temps? Il n'y a pas de café, il n'y a pas de coucher. J'adore la tchéké, je mange la tchéké. Ah bon, hein? Oui, pour valoriser le mets africain. Mais maman, du 1er janvier, tu as des hommes à tchéké? C'est la tchéké poisson que je déjeune. Ah oui. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Toi-même, tu insistes, il n'y a pas de problème. Ah oui. D'accord. Alors, maman, nous sommes très contents d'être là. Ah oui. Donc, pour nous qui venons d'arriver là, oui. Qu'est-ce que tu vas nous proposer comme petit déjeuner? Voilà. Mon petit ventre là va manger. Ton petit ventre, bon, il y a du poisson, il y a du poulet, il y a du coupillon de dinde, il y a des frites, il y a de l'igname, il y a de la tchéké et la loco. D'accord. Spectateurs, ce matin, notre petit déjeuner, c'est attiéké, poisson avec. Et donc, je vais me lever pour aller vous servir la nourriture. Alors maman, je suis très impressionné déjà de mon petit-déj de ce matin. Alors quand on mange un tel déjeuner aussi consistant comme ce que je vois ce matin-là, est-ce qu'on peut avoir envie de manger à midi? Ça dépend des personnes, de l'organisme de chacun. Ok, donc maman, on va s'y mettre. D'accord, on va manger. C'est le petit déjeuner de Miss Zaoui. Je dis merci à l'équipe matinale vacances de la RTI. Je les remercie vraiment pour le fait qu'ils aient pensé à moi pour les vacances. Je dis vraiment un grand merci. Et je vais dire un merci aussi à M. Zaoui
le créateur de cet endroit, c'est lui qui a l'idée qu'on fasse cet atelier d'homme. Je lui dis un grand merci. Que le Seigneur le bénisse, qu'il ait longue vie. Bonjour. C'est bien de regarder cet élément avec Patrick, en famille ou seul. On aime bien consommer ce plat, l'attiéké poisson, qui est devenu commun, qui est dans nos mœurs. Et effectivement, et puis ça fait plaisir de voir Misaoui parce qu'on en parle très souvent. Et honnêtement, on va manger là-bas sans la voir. Et pour une fois, on a un nom sur un visage sur un nom, et ça fait vraiment plaisir. Et puis on a l'information, l'idée donc de Misaoui, le concept de l'attiéké poisson comme ça vient de Monsieur Zaoui. Écoutez, grande nouvelle. En tout cas, merci beaucoup parce que vous nous régalez tous les jours et ça fait énormément de bien. Vraiment, l'attiéké poisson, je peux vous dire, vraiment, c'est un mets qu'on adore. Comme quoi, elle dit que nous sommes très gourmands, nous les hommes. Mais c'est normal, il faut qu'on mange bien. Et cette variété de poissons, moi je ne connais pas toutes les variétés de poissons. Il y en a énormément, mais c'est vrai que en grillade, ici, la plupart du temps, on retrouve donc le thon pour le garba et puis le poisson, on appelle communément soso, voilà, donc pour les femmes. Et puis il y a pas mal de choses. Capitaine, vraiment c'est selon les envies, les goûts et puis les budgets aussi. C'est important. Oui. Selon les bourses, mais variées, on a été très heureux de prendre le petit-déj avec vous. On va tourner une autre, on va passer à une autre étape de cette émission dans la matinale vacances. Eh bien, on va s'informer ce matin. L'actu en 3 points. On commence par l'info du jour. Eh bien, l'info du jour, on va s'informer à la Côte d'Ivoire, les prix de l'essence et du gasoil maintenus, respectivement à 600 francs CFA pour le mois de septembre. Eh bien, les prix de l'essence et du gasoil en Côte d'Ivoire ont été maintenus, respectivement à 600 francs CFA pour la période du 1er au 30 septembre 2020, selon une note de la Direction générale des hydrocarbures. Et le prix de la bouteille de gaz butane 6 kg, appelé communément B6, reste à 2000 francs CFA le litre, de même que le coût de la bouteille de 12,5 kg B12,5, une bonbonne très utilisée dans les ménages, demeure inchangée à 5200 francs CFA. La bouteille, bien sûr, de 15 kg B15 enregistre une légère baisse, passant de 6775 francs CFA à 6265 francs CFA, de même que la bouteille de 17,5 kg de 7900 francs CFA passe à 7310 francs CFA. Vous avez toutes ces informations, vous pouvez vérifier les prix, d'accord? Donc ça vous permettra bien sûr d'avoir un aperçu des prix des hydrocarbures sur le marché. Et oui, c'est important de s'informer justement et de savoir si on achète au coût juste. Et vous avez l'opportunité aussi de vérifier, n'est-ce pas, les prix au fur et à mesure. Et cette information, on tenait à vous la donner ce matin. On passe à présent à notre Actu People. Oui, cette info People qu'on va donner, c'est la suite. Nous avons parlé de cette affaire, eh bien, affaire plagiat, Ividero contre César Kwame. La direction du Burida aurait tranché en faveur de la comédienne. Le Burida aurait livré son verdict dans l'affaire de plagiat qui opposait la web comédienne Ividero au jeune entrepreneur César Kwame. Et pour rappel, il aurait reproché à la jeune dame d'avoir plagié son concept. Et César a donc ainsi, pour se faire justice sur les réseaux sociaux, ainsi que le Burida, où son projet a été protégé, Ividero aurait été appelé par le Burida, une comparution qui aurait tourné en faveur de la comédienne. Par conséquent, elle est libre de poursuivre ses activités, mais ça s'agite sur la toile, Fatima. On entend tellement de choses avec une certaine Emmanuelle Keïta. On aurait voulu avoir une simple conciliation. C'est vrai, Ividero aujourd'hui a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que ce jeune se plaint depuis un moment de plagiat parce qu'il estime que c'est un peu son œuvre, donc son petit bébé, on peut comprendre. Ce serait bien que Ividero l'appelle, voilà, c'est son petit frère, appelez-vous, essayez de lui donner un coup de main, je pense, voilà, il aura besoin de ça pour le booster un tout petit peu et puis on va passer très vite à autre chose, voilà. Ouais. On n'aime pas quand tout s'agite, on espère que les deux parties vont trouver un terrain d'entente. Très vite. Ça nous fera du bien. Une autre information insolite. Oui, l'insolite. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on part pour notre fin? Un voyage qui va peut-être pas vous plaire, mais ça me plaît puisqu'on utilise des choses, c'est écologique. Et une entreprise canadienne brasse de la bière
Mais pas n'importe quelle bière avec des eaux usées. Bon, déjà, c'est un peu spécial. Ça comment beurre? Honnêtement, mais déjà la bière. Bon, alors c'est pas mon dada. En plus, avec de l'eau usée, j'ai un peu de mal quand même à penser que je suis en train de boire quelque chose qui est pas. Même si c'est vrai, hein, après ça va passer par plusieurs filtres, par des tests et tout. Mais vraiment, boire de l'eau usée, il faut. Non, mais il y a une purification. Oh là là, non, même et puis, ça a le goût de la bière, c'est fruité en plus. Bon, c'est vrai que la bière a tendance à être déjà un peu fermentée. Donc c'est vrai que eau usée. Mais ah là là. Enfin bref. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui voudront tester. Hein. Pour notre part, on va s'abstenir. Mais on va vous donner l'info quand même, parce que c'est important de savoir tout ce qui existe. Et si vous avez envie de, de vous faire plaisir, pourquoi pas. On aurait bien voulu goûter à cette bière, mais quoique, ce sont des, tout ça, ça entre dans le cadre du développement durable et puis de l'écologie. Il faut savoir réutiliser tout ce qu'on trouve. Et puis gaspiller de l'eau, c'est pas très bien, parce que bon, dans d'autres contrées, on n'a pas d'eau. Si on peut réutiliser à bon escient, pourquoi pas. Hein. Pour le corps et tout, ça va. Mais vraiment à l'intérieur, je sais pas trop. Eh bien, on referme l'actu en 3 points ce matin. On va ouvrir un autre chapitre. Notre talk, on parle des destinations 225 juste après ce qui va suivre. Destination 225, c'est avec donc cet élément qu'on va ouvrir le talk du matin. C'est une immersion culinaire. On va bien regarder cet élément et on va commenter ensemble. Bienvenue à tous dans Cuisine de chez nous. Aujourd'hui, nous sommes à Fronan, à 7 km de Katiola, dans la région du Hambol. Je vous envoie dans un quartier particulier de cette belle commune. Il s'agit de Ofiaka et nous allons découvrir le thau violet avec la sauce Chon. Suivez-moi à la rencontre de Madame Koné. Pour faire ma nourriture du kabato, donc il vous faut les feuilles, la sauce Chon. Les feuilles s'appellent comment? Les Tabana appellent ça Chon. D'accord, voilà. C'est compris. Maintenant, après ça, il te faut de la tomate fraîche. De la tomate fraîche. Et là, on a de la bonne tomate africaine. Hein? D'accord. Maintenant, après ça, tu mets du piment frais. Du bon piment frais. Mais vous avez de bons légumes ici. Hein? D'accord. Donc, du piment frais. Maintenant, après ça, c'est la pâte d'arachide. La pâte d'arachide. D'accord. Africaine. Maintenant, après ça, c'est le sel. Oui, le sel, ça c'est connu. Hein. D'accord, donc on met le sel. Et c'est ça, c'est seulement ça qu'il nous faut pour la sauce. Avec la poudre du maïs violet. La poudre de maïs violet. Ça c'est pour le kabato. Oui. D'accord. Donc c'est seulement ces quelques ingrédients qu'il nous faut pour faire cette sauce typiquement du terroir. La sauce Chon avec le kabato violet. Donc pour faire ma sauce Chon là, je mets l'eau de Chon là au feu. Maintenant, une fois que l'eau la bout là, je lave les feuilles de Chon. Je les mets dans l'eau là. Je laisse bouillir. Maintenant, après ça, je rince la tomate. Donc, les feuilles de sauce Chon est déjà cuites. J'écrase les tomates. Je les mets dans la sauce Chon. Je mets les piments frais. Après ça, je mets la pâte d'arachide. J'ajoute mon sel. J'appuie pour que ça boue bien. Pour que ma sauce Chon soit prête, il me faut 30 minutes pour que ça soit prêt. Compagnie du kabato.
Et voilà, oulala, bon écoutez, voilà, on était vraiment là dans une immersion culinaire. On découvre hein, les techniques aussi dans les villages, à l'intérieur du pays. C'est vrai que là-bas, on n'a pas des cuisines modernes hein, comme ici à Abidjan. Et justement, on a pu le voir dans cet élément, une dame qui prépare. Et Franck le faisait remarquer tout à l'heure sur le plateau, il a dit il n'y a pas de cube d'assaisonnement. C'est vrai qu'en ville, on utilise beaucoup voilà. Mais là, avec que du sel, elle a réussi à faire son plat très tranquillement. On n'a pas l'opportunité de goûter, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne, mais je sais que ce mets est très prisé ici en Côte d'Ivoire. Eh oui, c'est une sauce bio. Hein. Héloïse qui présente l'émission hein, nous a fait voyager, mais d'une Côte d'Ivoire, hein, une sauce bien qui nous paraît tellement goûteux quand on regarde. Et moi, ça m'a plu de savoir qu'il y avait ces différents plats qu'on ne connaissait pas. C'est une découverte. Moi, j'ai jamais mangé ça. J'ai toujours rêvé de manger ça à Via Massanjé, si elle peut m'en faire. Bon, en tout cas, c'est un mets de froment, de catiola très précisément. Voilà, vous pouvez, si vous êtes originaire de là-bas, répéter ça ici en ville pour que vos amis, vos amis sachent ce que c'est. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous pouvez nous inviter. Hein. On va tester tout ça. On fait un coucou à tous ceux qui sont à Catiola, à Fronan, sans oublier le namoncon, cette sauce. On ne sait pas très bien si ça appartient, aux gens de Catiola ou à ceux du centre, là, Boaké. Ils se disputent un peu. J'ai un collègue, là, Bamori, qui me dit « Mais non, ça nous appartient !» Bon, ça nous appartient tous, puisque c'est notre patrimoine culinaire. Oui, en tout cas, on parle beaucoup de nourriture hein, depuis ce matin, mais surtout de nous, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Et on va recevoir maintenant notre invité du jour, qui est d'ailleurs friand d'Afrique. Il est franco-sénégalais, mais l'Afrique a toujours été pour lui un vrai repère. Et il est là pour nous parler de ce qu'il sait faire. Et depuis quelques années, les créateurs ont décidé de revenir à la source en utilisant des tissus africains. Comment ils le travaillent, comment ils font tout ça pour nous permettre de consommer. Eh bien, notre invité est là pour nous en parler. Il s'appelle Pierre Séni. Il va donc se rendre ici dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Pierre. Bonjour. Merci pour la. Ah bien, il est sapé comme jamais. Hein. De rien. Merci. Toi aussi. Version africaine. Oui, il faut dire que ce sont les créations de Pierre que vous pouvez voir. Que nous portons ce matin. Effectivement. Très bien, vous les portez très bien. C'est vrai ? Ah, merci. Bon. Nous sommes contents. Nous sommes tout beaux. Alors, on va s'intéresser à vous. On l'a dit hein, avant de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes franco-sénégalais, mais vous avez un amour pour l'Afrique qu'on ne saurait qualifier. D'où ça vous vient ? Je pense que ça vient de mes origines. Et que mon père a toujours cherché à nous garder un lien avec l'Afrique. Donc moi, je suis né en France, mais on allait souvent au Sénégal voir la famille. On a toujours eu un lien avec notre grand-mère, nos cousins, etc. Et à un moment, ils ont décidé de rentrer, donc toute la famille, avec ma mère qui est française. On est parti s'installer à Dakar et j'ai pu faire mon collège, mon lycée là-bas, jusqu'au bac. Et je suis rentré en France après pour mes études, pour faire mes études, voilà. Donc je pense que c'est à travers tout ça aussi, j'ai pu être en contact avec aussi bien ma culture française à la naissance, mais après avec la culture sénégalaise aussi. Dans la famille, que ce soit au niveau social, comment ça se passe dans le pays, j'ai pu bien comprendre. Et je pense que c'était clair pour moi après mes études que je voulais rentrer en Afrique. Parce que je pense que j'ai plus à apporter en Afrique qu'en Europe. Ici, il y a beaucoup plus à faire, que ce soit dans les business, dans la culture, dans l'agriculture aussi. Et d'ailleurs, vous avez fait des études en agriculture. Voilà, c'est ça. Et
vous avez décidé, en plus de l'agriculture, de vous mettre à la mode. Voilà. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on vous reçoit sur ce plateau. Mais c'est vrai qu'on a cette particularité, là, depuis le début donc, de la matinale vacances, de recevoir des invités qui, à la base, ont une formation dans un domaine très différent de ce qu'ils pratiquent au quotidien. Il faut dire que leur passion les rattrape au fur et à mesure qu'ils avancent et se disent si je ne fais pas ce que je veux, je serai triste parce que chacun a un apport pour son pays. Eh bien, quand on constate tout ça, vous avez dit que vous aviez envie d'apporter des choses. Qu'est-ce qui manquait pour vous? Est-ce que ces tissus, ces choses que vous avez vues étaient mal exploitées ou est-ce qu'on était mal fringués? Non, je ne me permettrai pas de dire ça. Mais en fait, pendant très longtemps, je me suis rendu compte que la mode africaine, en Europe et même en Afrique, elle a été souvent... on l'associe souvent au pagne qu'on peut trouver en Europe, avec beaucoup de motifs, etc. Et je trouvais ça dommage que ces pagnes qui sont faits en Europe, en fait, c'est ceux qu'on utilise le plus ici. Et c'est eux qui mènent un peu la danse, en fait, dans la mode ici. Et je trouvais ça dommage, sachant qu'on a des beaux tissus, des artisans qui ont des savoir-faire, des techniques, des tissus qui ont des textures différentes, des couleurs. Je trouvais ça dommage qu'ils ne soient pas très utilisés, en fait, que ça soit... C'est vrai que aujourd'hui, le marketing a réussi à nous faire admettre que le pagne européen est africain. D'ailleurs, c'est ça que vous essayez de nous clarifier. On va essayer de l'expliquer, mais avec des mots assez particuliers, pour ne pas citer évidemment des marques. Mais on a un tissu qui est très pratiqué par les femmes. Voilà. Et puis, on a le tissu africain, comme le bogolan. Voilà, le bogolan, l'indigo malien, même en Côte d'Ivoire, il y a de nombreux tissus dans la région de Korogo, Amance, les tissus Yoruba, tout ça. Donc il y a une grande diversité de tissus dans toute l'Afrique. Après, ici en Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'il y a beaucoup les tissus qui viennent du Mali et du Burkina, par exemple, le Danfani. Et c'est des tissus qui ont de grandes qualités et je les trouve très intéressants en fait, à utiliser. Je ne comprends pas pourquoi ils ont été délaissés pendant longtemps en fait. Et vous qui utilisez la matière au quotidien pour faire un travail, on va parler d'acquisition. Où est-ce qu'on peut acquérir ces tissus avec lesquels vous travaillez? Par exemple, pour les tissus maliens, moi je travaille avec des Maliens en fait, qui sont souvent dans les marchés artisanaux. Et du coup, je travaille avec eux, donc souvent eux, ils en ont beaucoup, donc je vais les voir. Ça fait longtemps que je vais prendre des tissus avec eux, donc on s'entend et voilà comment je fais. Donc ça vient directement du Mali. Vous touchez la matière. Ouais, voilà, on regarde les différents motifs, voilà, on touche la matière, on découvre de nouveaux tissus, des nouvelles textures. Et après, on essaie de voir, de les travailler, comment on va nettoyer ces matières, comment on va pouvoir les travailler. Elles ont des caractéristiques qui leur sont propres à chaque fois, en fait. Et on va aussi remarquer, parce qu'à la différence du pagne européen, comme on l'a dit, le pagne africain a une particularité au niveau de la texture. Le pagne européen est lisse. Le pagne africain a plutôt tendance à avoir je ne sais pas comment nommer ça, mais enfin, c'est pas régulier, c'est souvent rugueux, donc touché. Et du coup, c'est plus difficile à conserver. Parce qu'un pagne, on le lave normal, tranquille, à l'eau et tout. Après, un pagne comme celui que Franck porte, c'est du bogolan, mais c'est une matière qui est assez lourde et on peut le voir très délicate. Ouais, donc faut savoir déjà que dans les pagnes africains, les différents tissus qui existent, ils vont tous avoir des textures différentes. Des colorations différentes. Donc après, voilà, pour le nettoyage des tissus, ça dépend vraiment du tissu dont on parle. Donc là, pour le bogolan, par exemple, c'est un tissu qui est assez délicat, très brut. Voilà, il est travaillé. C'est des techniques de tissage en fait qui ont été faites au Mali. Et c'est un tissu qu'on va devoir nettoyer à sec.
parce qu'à la machine ou même à la main, ça va avoir tendance à s'abîmer avec le temps. Donc pour pouvoir le conserver plus longtemps, il est très recommandé de le nettoyer à sec et pour qu'il garde en fait aussi son éclat un peu d'origine. Et est-ce que c'est pas un frein à l'expansion de ce genre de tissu Bon, l'expansion, est-ce que c'est pas, je vais dire, un frein? Moi, je trouve pas. Parce qu'en Europe, on peut aller à la mercerie et trouver des tissus aussi qui vont être utilisés dans la mode, que ce soit le prêt-à-porter ou bien la haute couture. Des tissus qui doivent être nettoyés à sec et c'est quelque chose qui se rencontre quand même de façon assez habituelle. Donc un frein, je pense pas, puisqu'aujourd'hui des pressings, il y en a partout. Même surtout ici en Afrique, c'est même pas si cher que ça d'apporter ces pièces au pressing. Donc on peut se le permettre. C'est quelque chose qui peut se permettre sur 2-3 pièces. Donc je ne dirais pas que c'est un frein parce que c'est quelque chose qui existe aussi. On utilise des tissus qui ont besoin de nettoyage particulier en Europe aussi. C'est quand même des tissus qui sont utilisés. Donc je dirais pas non. Si les personnes sont bien informées et le savent, je pense pas que ce soit un problème. Et justement, là on parle du Bogolan de Franck qui est assez lourd, mais vous avez réussi à ramener des motifs africains sur du coton, comme celui que je porte par exemple, qui lui est plus facile donc à laver. Voilà. Et ça demande quand même du travail. Il faut rappeler que c'est made in, c'est maison, c'est fait maison par Pierre. C'est fait. Je travaille avec un teinturier par exemple pour ce tissu. Et on prend des étoffes de coton classiques. Et en fait, c'est des techniques de pliage, de coloration. Donc on va faire des pliages qui vont donner certains motifs ou certains aspects en fait au tissu. Et on est en train aussi d'essayer de travailler pour essayer d'intégrer des motifs, un peu comme le Bogolan sur des tissus un peu en coton comme ça. Donc tout ça, c'est des techniques en fait. C'est pour ça que moi je travaille avec des teinturiers, avec un teinturier, un tailleur pour l'instant, qui sont burkinabés et béninois. On peut voir mon tailleur. À qui on fait un coucou d'ailleurs, merci. On peut voir mon tailleur sur la photo là. Et du coup, c'est des gens ils ont été formés ici, ils ont des techniques qui viennent d'ici, et voilà, j'essaie de travailler avec eux, en moi m'informant de mon côté, par exemple sur les techniques de teinture. Je regarde comment en Europe aussi ça se fait, le tie and dye, ils appellent ça. Quelles sont les techniques qu'on peut y retrouver, et voilà, on parlait avec mon tailleur et mélanger en fait différentes techniques, que ce soit d'Europe, d'Afrique, pour obtenir un produit qui va être de plus en plus, on va dire, avec plus de qualité, plus de diversité dans les motifs et tout ça. Et justement, vous nous parlez donc de votre tailleur. On estime qu'en tant que jeune entrepreneur, on a peut-être cette crainte-là d'être en train de travailler avec quelqu'un, d'apprendre des techniques, des choses ensemble, et puis vous pouvez vous le faire choper par exemple. Non, vous n'y pensez pas? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que j'aime bien m'entourer déjà de personnes que je vais sentir un peu, en fait, à qui une confiance va s'instaurer. Et là, par exemple, mon tailleur, bien avant le lancement de la marque, on travaillait déjà ensemble. On faisait déjà des habits. Et donc lui-même, il a pu voir mon implication grandir au fur et à mesure du temps, que je demande de plus en plus de pièces, qui s'adaptent. Il aime bien tout ça. Donc voilà, et lui aussi, il s'entendait bien parce que c'est un jeune aussi comme moi, et je pense que ça lui faisait plaisir de faire des choses un peu différentes. Et du coup, on a avancé ensemble. Il y a une vraie relation de confiance qui s'est instaurée. Maintenant, si un jour quelqu'un vient me le débaucher, bon, je serai un peu déçu, mais ce ne sera pas la fin de l'histoire. Il y a d'autres tailleurs. Et bien sûr, vous êtes jeune, vous êtes vous appréciez la mode. Comment est-ce qu'ils accueillent vos œuvres, les jeunes comme vous? Que ce soit en Côte d'Ivoire ou même en France, en général, les gens, ils apprécient. Ils sont contents de voir, ils s'y intéressent, ils vont me demander ça c'est quel tissu, d'où il vient, comment c'est fait. Donc il y a tout ce côté un peu échange qui est très intéressant, et ouais, ils s'intéressent en fait. On voit bien sur l'image, c'est très in de voir ces mannequins porter ces belles chemises. Ça c'était où? Ça c'était à Paris, c'était ma première vente à Paris. Donc c'était un showroom qui était organisé.
avec plusieurs créateurs un peu africains. Et j'avais été repéré en fait sur Instagram et ils cherchaient des créateurs, donc je me suis lancé, c'était la première vente, je savais même pas encore comment j'allais faire transiter mes habits, comment ça allait se passer, etc. Mais je me suis lancé et ça s'est très bien passé, j'ai eu des très bons retours. Moi j'étais pas sur place physiquement, mais mon père, mon petit frère, ma famille m'a soutenu, m'a aidé à gérer ça sur place, je les remercie d'ailleurs. Et il y a eu de très bons retours, même les autres créateurs qui étaient au showroom, qui justement utilisaient un peu plus les paignes européens, comme on parlait plus tôt, même eux, m'ont envoyé des messages, m'ont posé des questions, se sont intéressés à ce que je faisais. Donc il y a plutôt un bon retour, les gens sont touchés un peu, que ce soit africain, qu'il y ait cette notion de vouloir un peu valoriser les savoir-faire. Voilà, donc de bons retours. Ça coûte cher de porter des vêtements made in Africa? Bon, ça dépend où vous les achetez. Il veut dire qu'il n'est pas cher. Ça dépend où vous les achetez et forcément ça sera un peu plus cher que des tenues avec des tissus plus industriels. Parce que souvent c'est très artisanal, donc il y a des coûts un peu supplémentaires. À cause de la chaîne de travail. Ouais, rien que l'acquisition des tissus des fois peut être assez cher. Bon, après il y a le fait aussi qu'on est en Côte d'Ivoire et que moi il y a certains tissus qui viennent du Mali et de ça, donc il y a des coûts de transport quand même en plus. Mais pour se faire une idée, moi dans les habits que je fais, par exemple une chemise en bogolan comme ça, elle est à 35 000. Okay. Elle est à 35 000, après si elle est sans manche, elle va être un peu moins chère, si elle est en manche longue, un peu plus chère, les prix varient. Et pour toi, la tenue que tu prends, par exemple, ça c'est 25 000. Et les chemises aussi que je vais faire pour hommes, elles seront aussi à 25 000. Donc je marque une différence des prix parce que le coût de production des tissus en fait est inférieur à l'achat de Bogolan ou d'indigo malien, etc. Et Ali, pour vous aider, en plus, on va dire qu'en général, quand on a un coup de cœur pour un vêtement, pour une chaussure, pour quelque chose qui nous fait du bien au corps, on n'hésite surtout pas à ouvrir le portefeuille et à payer. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez surtout pas. Et on va également parler avec vous d'exportation, parce que c'est aussi peut-être ça le plus compliqué aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué? Je sais pas. Je dirais pas que c'est compliqué. Je pense que c'est quelque chose qui doit se mettre en place. Ça peut nécessiter d'avoir des contacts un peu en Europe, par exemple, si on veut aller s'ouvrir sur l'Europe. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire et que les gens sont friands de ça, en fait. Les gens en Europe sont friands de découvrir justement des tissus, des choses comme ça. Et il y a quand même aussi un pouvoir d'achat qui est là, ils ont l'habitude d'aller dans des concept stores, des choses et ils aiment bien découvrir en fait de nouvelles choses, de nouveaux produits et ils aiment bien aussi qu'il y ait une histoire qui accompagne en fait le vêtement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un vêtement qu'on achète, mais il y a une histoire derrière. Voilà. L'authenticité, l'originalité. Voilà, c'est ça. Et oui, aujourd'hui, c'est vrai que vous le faites, c'est très artisanal, bien fabriqué. Si on devait passer à l'échelle de l'industrialisation, comment Pierre pourrait s'organiser pour qu'on puisse vendre à grand, on va dire, vendre à grande échelle, tellement de pièces? Bon, je pense que ça nécessiterait des investissements. Il faudrait prendre pas mal de tailleurs, d'artisans. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait hein, si on injecte de l'argent dans la filiale, si peut-être il y avait aussi des tissus, du coton local qui était produit. Je pense que c'est des choses qui pourraient se faire. Maintenant, est-ce que l'industrialisation, c'est une fin en soi ? Je sais pas vraiment. On peut aussi jouer pour l'instant, en tout cas, on peut jouer aussi un peu sur la rareté du produit, le fait qu'on ne le retrouve pas partout. Aussi. Donc moi, l'industrialisation, c'est pas vraiment mon but final. Je préfère avoir des produits, des pièces authentiques, uniques, et qui aient une certaine rareté autour, plutôt que de chercher à tout de suite vouloir en produire de grandes quantités.
Donc, moi, je pense que c'est à chacun de voir. Maintenant, je pense qu'en Afrique, les gens arrivent très bien à industrialiser certains business. Et je pense que le business du textile et de la mode, oui, c'est quelque chose qui pourrait s'industrialiser ici. Et ce serait aussi une bonne chose. Ça nous permettrait de pouvoir consommer peut-être moins chinois, moins de produits qui viennent de Chine, de choses comme ça. Et être à la portée de tous. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur ajoutée. C'est comme ça qu'on crée de la richesse dans un pays, en fait. Et d'ailleurs, c'est à nous de mettre en valeur tout le potentiel que l'Afrique a, et à travers justement ces vêtements, cette culture et ces traditions qu'on perpétue comme ça, même parlons des tisserands, c'est ça, voilà, qu'on ait ce art-là qui soit répertorié, enfin, qui aille de père en fils, comme ça, c'est pas mal. Bien sûr, et qu'on en soit fiers aussi, qu'on en soit fiers parce que c'est des choses que les autres ne savent pas faire, en fait. Ça a été développé ici, des fois ça fait des années qu'on retrouve ça en Afrique, même peut-être avant la colonisation, etc. Donc il faut en être fier et il faut les valoriser. Et aujourd'hui, il faut essayer de plus en plus de consommer local, de consommer les produits du pays, en fait. C'est comme ça qu'on avancera. Et c'est bien dit, c'est bien fait. Vous avez pu voir tout ce qu'on a pu vous défiler comme image, comme matière, comme acquisition, comme entretien, comme valorisation du textile africain. Eh bien, on va lui poser la question. Pierre, pour vous, portez vos tenues. Est-ce qu'il faut une silhouette particulière? Parce que le sport va s'inviter dans la matinale. Pas vraiment. En plus, mes coupes sont un peu larges, un peu amples. Donc en vrai, n'importe qui... Pour cacher le bide. Tout le monde peut en porter. Oui, tout le monde peut en porter, Et après, le sport, c'est bon pour la santé, donc... Effectivement. Allez, on va marquer une courte pause ici dans notre entretien, mais on vous garde avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va parler sport à présent avec notre coach Angelo. Alors coach, bonjour, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Bonjour Fatima, bonjour Franck Olivier, bonjour ma famille fitness. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on travaille? Les fessiers. Je vous donnerai 2 exercices qui consistent à travailler les fessiers. Comme vous le constatez, là, je suis dans la nature. Si vous avez un tapis, vous allez pour soit mettre au sol, on va bosser. Je pose l'avant-bras, je tends la jambe et j'essaie de la lever le plus haut possible. 15 à 20 répétitions. Pour les débutants, 25 à 30 pour les avancés. Pareil ici pour l'autre jambe. Ok. Là, je mets la position 4 pattes. Je vais lever la jambe en latérale. Super. Pour les débutants, 25 à 30 pour les avancés. Pas jambes aussi. Champ de jambes. Ok, j'espère que ça vous a vraiment fait du bien. On n'oublie jamais le sourire, c'est le plus important. N'oubliez pas vos bouteilles d'eau, c'est bien déshydraté. On n'oublie pas nos bouteilles d'eau, on n'oublie pas aussi la position du chien qui fait pipi pour muscler le fessier, pour travailler tout ça. Eh bien, ouais, ça rigole peut-être chez vous, mais bon, c'est une belle image pour reproduire tout ça. Je ne sais pas si c'est une belle image, mais en tout cas, c'est un geste à reproduire, évidemment, si vous avez envie de travailler cette partie du corps. On va s'en sortir parce que comment Franck il peut balancer un truc comme ça? On dit que c'est vrai qu'on fait ça, mais c'est très difficile, ça fait très mal. C'était pour rire. Coach Angelo, bon voilà ce que vous avez réussi à faire ce matin. En tout cas, merci beaucoup pour ce cours, ces gestes, et on vous retrouvera demain. Ça peut arriver dans une émission. Eh bien, belle image dans la matinale vacances. On va se reprendre.
avec notre invité. Pierre, est-ce que vous avez vu ce sport? Est-ce que vous êtes prêt à reproduire? Écoutez, ouais, oui, hein. la position du chien qui fait pipi, j'ai bien retenu, ouais. Mais oui, sans problème. Et oui, vous pouvez aussi nous joindre hein, pour tous ceux qui nous regardent, interagir avec nous via les différents contacts. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a la tablette là ici pour lire vos messages. On n'y arrive pas hein, parce que on vous dit de nous envoyer des messages, mais vous nous appelez plutôt, donc ça devient très compliqué pour lire. Alors si vous voulez nous envoyer, vous voulez nous appeler, 22 40 12 54, ça c'est la ligne en direct. Alors tout de suite, vous allez avoir quelqu'un au bout du fil qui va récupérer votre message et puis on va nous transférer ça ici. On vous répondra avec énormément de plaisir. Par contre, pour le 54 51 19 42, il va falloir nous envoyer des messages pour qu'on puisse les lire ici. D'ailleurs, on reçoit un invité. Si vous avez envie d'avoir des informations ou poser des questions, n'hésitez surtout pas. Avant la fin de l'émission, on pourra lui transmettre le message. Oui, vos images en vacances, votre petit-déj et tout ça. Si vous avez un beau textile à nous proposer, eh bien, nous sommes là, nous sommes ouverts à être en interaction avec vous ce matin, puisque vous êtes peut-être en partance pour le travail. Il faut rappeler qu'aussi on nous regarde à travers le digital, sur RTI mobile ou en direct. On peut voir cette émission, vous faire un coucou en voiture, hein, ça peut être le voisin, mais pas vous qui conduisez. Voilà, donc sur le digit www.rti.ci, vous nous retrouvez également. Alors, on va passer à une autre rubrique de cette émission, c'est la capsule Mes Vacances. On part aujourd'hui à la découverte d'un autre tailleur qui va nous donner lui aussi sa part de mystère. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Mouni Fashion. Je suis un modéliste styliste. Depuis les années 2000, je suis installé et je confectionne des vêtements, des robes et des tenues hommes. Je fais du tissu, de la soie, le pagne Côte d'Ivoire et je fais même les tissus tissés. Tout ce qui est mariage, cérémonie de baptême, je fais. Je suis arrivé à Mouni Fashion parce que, étant donné que j'ai arrêté les cours, et j'étais vraiment passionné par le dessin. Et quand mon oncle m'a dit il n'y a pas d'autre chose à faire qu'il faut voir quel métier tu voudrais faire, entre-temps je suivais un peu ma tante allant chez son couturier. Automatiquement j'ai vu qu'il y a le dessin derrière la couture. Et c'est dans ce contexte-là je me suis dit que avec la couture, je peux relater un peu l'expérience, c'est-à-dire ce que j'aime faire depuis mon bas âge, qui est le dessin. J'ai dessiné les modèles et puis bon, ça concordait, mais ça ne suffisait pas que je puisse être épanoui à ce moment. Donc ça a été très difficile. Et peut-être que c'est juste que là, maintenant que je commence à comprendre que ce métier nourrit son homme. Depuis que je me suis lancé dans le métier, tout le monde dit que je ne change pas. Parce que moi-même, j'aime m'habiller. Le fait d'aimer s'habiller, je sais bien faire les choses. Et je me regarde d'abord comment je veux m'habiller et afin d'habiller quelqu'un. Moi, je n'ai pas assez de vacances, à moins que je prends par coup de tête que je voyage. Voilà, je peux faire des petits voyages de 2 semaines. C'est ce qui peut faire mon congé. Enfin, je suis plusieurs fois allé au Burkina Faso. Là, j'ai fait 2 semaines. Dans 2 années, je peux faire 2 semaines d'un voyage vers là-bas. Bon, à part ça, je vais à l'intérieur parce que je viens de Bois-Flé, qui est mon village natal. Voilà, c'est comme ça. Tout élève qui vient à mon entreprise doit être formé adéquatement. J'ai 4 filles et puis 2 garçons que je forme dans cette entreprise. On conseille aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils aient le courage d'apprendre. Qu'ils aient le courage d'apprendre, c'est se former. Alors, quand ils vont se former, il faut qu'ils aiment aussi le métier qu'ils vont choisir. Même si ce n'est pas la couture, nous sommes des artisans. Toute branche de l'artisanat est très importante, il faut se former. Voilà, donc, il faut la formation, il faut former les jeunes. Et quand ils sont formés, il n'y a rien qui peut les empêcher de réussir. La couture est un métier qui nourrit son homme.
Nous sommes donc de retour sur ce plateau. On a pu découvrir un tailleur donc, qui nous a proposé de très très belles choses aussi. Il parle également de formation. C'est important. À travers lui, pas mal de jeunes vont pouvoir apprendre quelque chose. Et c'était l'objectif justement de cette capsule dans ces vacances, de vous permettre de pouvoir diversifier vos envies, vos activités. Et on parlait de coiffeur hier, on parle de tailleur aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à toucher un tout petit peu à tout pendant les vacances. On ne sait jamais, ça peut être un projet d'avenir, pourquoi pas. Oui, les jeunes cherchent du travail, hein, ça peut être aussi sympa, comme elle a dit. Hein. Venez apprendre, ça pourra être peut-être une passion pour vous. Alors Fatima, oui. C'est la fin de cette émission. C'est la fin, on va finir évidemment avec, bon, je vais vous lire un message, mais ça va être un peu compliqué parce que voilà, on n'arrête pas avec les appels. Donc on va revenir sur ça demain, mais en tout cas, Ludovic nous a envoyé une superbe image tout à l'heure de son petit déjeuner et il nous dit qu'il nous suivait en ce jeudi, il nous a souhaité un très bon jeudi. Très bon jeudi à vous également chez vous. On va repartir avec une sélection musicale, on va vous dire merci également d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, merci pour l'accueil, merci pour la discussion, c'était très très sympa. C'est nous qui vous disons merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Pierre, rapidement? Sur Instagram, ubeku.closing. Ubeku, voilà. U-B-E-K-U.closing. Voilà. Sur Instagram. Vous pouvez aller dans les DM, tout ça, je répondrai à toutes vos questions et voilà, pour les commandes aussi. Très bonne journée, à demain. Merci à Pierre hein, qui nous a habillés. Oui. On se retrouve Bye. Demain. Ciao.